Le Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin? Comment ça fonctionne? Bien, le Bitcoin, c'est une séquence, c'est une chaîne de transformation H qui décrit comment passe de main à main, d'un usager à un autre, une série de Bitcoin, un nombre de Bitcoin ou un nombre de crypto-devises quelconques. Donc, les transactions Bitcoin sont enregistrées dans une chaîne de blocs. Voici la chaîne en question. La chaîne, c'est quoi? C'est une série de hachages. Okay? Et un hash, qu'est-ce qu'un hash? Ben, c'est un nombre hexadécimal à 64 caractères. Donc là, ici, la chaîne est rendue à la hauteur 625 495. Donc ça, c'est le 625 millième 495 blocs. Si je clique là-dessus, voici le hachage en question. Donc le hachage commence par un nombre désiré de 0 pour se terminer par un nombre quelconque. Et ça, c'est un nombre hexadécimal, d'où l'utilisation des caractères A, B, C, D, E, F pour les chiffres 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parce que ce nombre-là, en hexadécimal, ben, chaque caractère multiplie 16 exposant le rang. Donc ici, B, c'est le chiffre 11. Donc c'est 11 fois 16 exposant 0. 11 fois 16 exposant 1, 5 fois 16 exposant 2, 5 fois 16 exposant 3, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un nombre hexadécimal. Comment obtient-on un hash? Voici le but de cette présentation. Okay, donc un hash, le hash ou le hachage, c'est le cœur de la monnaie électronique imaginée par Satoshi Nakamoto en 2008, ce qui a donné naissance au Bitcoin, qui est la monnaie, la crypto-devise qui est la plus utilisée aujourd'hui. Donc ici, la meilleure façon de comprendre comment fonctionne le Bitcoin commence par la compréhension de ce qu'est un hachage ou une transformation hash. Dans ce qui suit, on va donner un exemple avec une transformation hash maison. Si vous vous rendez à l'adresse suivante, cours.fsa.laval.ca/transformation hash, vous y trouverez étape par étape comment est-ce qu'on fonctionne pour créer une transformation hash à l'aide d'une méthode qu'on a développée nous-mêmes ici, qui est beaucoup plus simple que la transformation hash 256 qui est utilisée dans le cas du Bitcoin. Okay, dans le cas du Bitcoin, ici, si moi j'entre de l'information, Philippe envoie 12 Bitcoins à Régent. Régent. Bitcoins à Régent. Ben, voici la transformation hash SHA 256, que ça donne 256 et 256 bits. Donc un bit, c'est 0 ou 1. Quand je transforme un bit en nombre hexadécimal, ben, mon nombre de bits va être divisé par 8. 256 divisé par 8 donne 64. Ici, j'ai 64 caractères. Le MD5, lui, produit 32 caractères. Donc, si je dis Philippe envoie 12 Bitcoin à Régent, ben, mon résultat final est un nombre hexadécimal à 32 caractères. Donc, c'est quoi la magie d'un hachage ou d'une fonction hash? C'est qu'une minuscule transformation du texte entré. Donc ici, au lieu d'écrire Régent de cette façon-là, si j'écris Régent avec un E majuscule ici, bien, ma transformation hash finale est complètement transformée. Donc, regardez à quoi cette transformation hash ressemble. 9, C, 2, 9, 2. OK, puis ça finit par FD86. Je modifie le E majuscule pour un E minuscule et mon résultat est complètement transformé. D'où l'impossibilité d'essayer de deviner d'où est-ce qu'on est parti pour obtenir, ou la quasi-impossibilité de deviner d'où est-ce qu'on est parti pour obtenir ce résultat final-là. Sur un site Internet, quand vous entrez un mot de passe, ce que le site enregistre, c'est sa transformation hash.
OK, donc si moi, mon mot de passe habituel, c'est toujours Lady Lovelace, L4D, Y, L0, V3, L4, C3, point d'exclamation. Si c'est toujours le mot de passe que moi j'utilise sur mon site internet pour mes transactions bancaires ou ma commande d'épicerie, ce que le site va enregistrer, c'est la transformation hash de ce mot de passe-là. Quelqu'un qui fait une légère, quand on fait une légère erreur dans le mot de passe, donc au lieu d'entrer un L majuscule ici, si j'entre un L minuscule, le hash que cela produit va être complètement différent et le site internet va refuser le texte entré comme mot de passe. Donc le seul texte que le site internet va accepter, c'est celui qui produit cette transformation-là, cette transformation hash suivante. Donc c'est extrêmement difficile avec le mauvais mot de passe. Donc c'est assez facile d'entrer, avec une légère erreur, d'entrer le mauvais hash final. Donc c'est la façon la plus sécuritaire d'entreposer un mot de passe. Donc ici, comment est-ce que fonctionne une transformation hash? Comment est-ce qu'on obtient une transformation hash? Quand on lit l'article de Satoshi Nakamoto, on voit le mot hash qui apparaît à plusieurs endroits. Hash, hash, hash. Donc Satoshi Nakamoto explique que on transfère une monnaie électronique en signant de façon digitale le hash de la transaction suivante. Donc chaque fois qu'une transaction a lieu, cela produit un hash. Et quand on transfère une monnaie électronique d'un usager à un autre, on envoie un hash qui est signé électroniquement. Et la chaîne de blocs se trouve à être une séquence de hash vérifiée par un système et impossible à modifier ou quasi impossible à modifier. Donc la transformation hash, si je retourne dans la blockchain, ici, dans le blockchain Explorer, ben, la chaîne de blocs est une chaîne de hash. Donc, un bloc est un hash ou un hachage. De retour ici, voici un exemple avec un hash à 8 caractères. Donc, j'ai le système suivant. J'ai le maître du jeu, Pierre Jean-Jacques. Chaque personne dans le système possède une clé privée que lui seul connaît. Donc, il n'y a que Jean qui sait que sa clé privée est égale à K4 CAC29D9. Chacune des clés privées produit une clé publique à l'aide d'une fonction irréversible. Donc, c'est une fonction qui peut être une opération mathématique utilisant une courbe elliptique ou ça peut être une exponentiation à l'intérieur d'un ensemble modulaire, faisant en sorte que à partir de 7, 9, 4, 3, E, D, C, C, c'est quasi impossible pour quelqu'un qui ne connaît pas la clé privée d'obtenir la clé privée. On peut y aller par essai-erreur, mais ça risque de prendre tellement de temps que ça ne vaut pas la peine et ça demande beaucoup trop de puissance informatique afin de réussir à fausser cette clé, d'obtenir la clé privée et d'effectuer des transactions à la place de gens. Donc si dans ce système-là, le maître du jeu, lui, débute avec un hash, le hash 01. Tout le monde voit que le maître du jeu, personne ne voit la clé privée du maître du jeu. L'information publique, c'est ce qui est ici. C'est ce qui est ici. C'est ce qu'on voit, clé publique, hash. Ça, c'est l'information publique. Dans ce système-là, ici, tous les nombres sont des nombres hexadécimaux à 8 caractères. Donc, quand un message est envoyé au système, le message contient toujours 40 caractères, soit 5 fois 8 nombres décimaux. Donc, on sait, à l'aide d'un message, on est capable de déterminer qui a envoyé le message, à qui s'adresse le message et quel est l'objet du message. Donc, si le maître du jeu veut envoyer le H à Pierre, voici le message que le maître du jeu pourrait soumettre au système. 9, 3, 3, 5, CA, 4, 0, le H, et ainsi de suite. Quels sont les éléments de ce message-là? Premier élément du message. Là, ici, ce n'est pas exactement le fonctionnement du Bitcoin qu'on démontre ici, mais c'est un exemple de comment une chaîne de blocs pourrait fonctionner. Donc, premier item du message,
la clé publique, de la personne à qui s'adresse le message. Donc ici, Pierre va se reconnaître en regardant les 8 premiers caractères du message. Deuxième élément du message, le hash envoyé. Donc le maître du jeu ici qui est propriétaire du hash 000001 et celui qui transfère ce hash-là, cet élément cryptographique-là, à Pierre. Comment est-ce qu'on sait que c'est le maître du jeu qui envoie le hash? Bien, on a la clé publique du maître du jeu ici et sa signature digitale. Les deux derniers éléments ici sont deux nombres hexadécimaux que l'on peut combiner ensemble afin de prouver qu'ils ont bel et bien été produits à l'aide de la clé privée qui, elle, a servi à produire la clé publique 15F4FEDC. Donc, ce message-là, ici, il y a moyen de vérifier de façon indéniable que la personne avec la clé publique 15F4FEDC envoie le hash qui lui appartient et que l'on peut vérifier dans le système à la personne qui possède la clé publique 9335CA40 et on démontre que le propriétaire est effectivement celui qui a envoyé le message à l'aide de la signature digitale. Donc, voici une séquence impliquant une signature digitale. Donc, une fois ce message-là envoyé, on peut le hasher, c'est-à-dire le réduire dans un nombre hexadécimal à 8 caractères. Et ce hash-là est maintenant propriété de Pierre. Le hash 001 a été envoyé à Pierre. C'est inscrit dans le hash E82C0C11. Le système peut le vérifier. Et c'est impossible pour le maître du jeu d'envoyer le hash à une deuxième personne. Donc, ce hash-là a pu être dépensé une seule fois. Et c'est maintenant Pierre qui est en possession du crypto-élément. Okay? Ça peut être un bitcoin, un bidule coin, un maître du jeu coin. On peut l'appeler comme on veut. Cette pièce de monnaie-là est passée des mains du maître du jeu à Pierre. Pierre pourrait maintenant envoyer ce crypto-élément-là à Jean de la façon suivante. En envoyant un message qui débute par la clé publique de Jean. Le message, le deuxième item du message, c'est le hash propriété de Pierre. Le troisième item, quatrième item et cinquième item du message, c'est la clé publique de Pierre et une signature digitale qui prouve que c'est bel et bien Pierre qui a envoyé le message. On hash le tout et ce hash-là est maintenant propriété de Jean. Donc, voici une séquence de hash comprenant une signature digitale qui démontre bien que un crypto-élément est passé des mains du maître du jeu à Pierre, à Jean. Donc, ces trois éléments-là ici, 001, E82, C0, C11, 090, D9, A81, pourraient constituer une chaîne de blocs qui démontre la propriété d'un crypto-élément d'un propriétaire à un autre à travers le temps. Là, on aurait pu ajouter dans le message un nombre hexadécimal qui donnerait la date et l'heure de la transaction. On ne l'a pas fait. Dans le Bitcoin, on a cette information-là. Et c'est de cette façon-là que le crypto-élément ici passe d'une main à une autre. L'innovation apportée par Satoshi Nakamoto, c'est qu'ici, on demande à des mineurs de rajouter ici un nombre qu'on appelle le nonce. Okay? Donc ici, l'élément en question, c'est 4 241 151 949. C'est d'ajouter ce nombre-là à tous les éléments de la transaction, de façon à ce que le hash final débute par le nombre désiré de 0. Donc, on va le voir en démontrant comment est-ce qu'on produit un hash, mais il n'y a pas de formule qui permet de trouver rapidement ce nombre-là ici, qui permet d'obtenir un hachage final qui débute par le nombre désiré de 0. Ce nombre-là doit être absolument trouvé par essai-erreur, et c'est ce qui demande une puissance informatique qui nécessite des ordinateurs avec une force considérable. Et c'est ce qui c'est ce qui rend impossible la double dépense du Bitcoin.
Donc, une fois qu'une transaction est enregistrée à l'intérieur d'un hash qui débute par le nombre de zéros désirés, impossible pour quelqu'un de fausser cette transaction-là, de défaire cette transaction-là ou de détourner les bitcoins à un autre usager. C'est ce qui cimente la transaction. Donc, c'est le hash, c'est le minage qui crée le hash final qui débute par le nombre de zéros désirés, qui cimente la transaction, qui rend la transaction impossible à fausser. Donc, pour bien comprendre comment la chaîne de blocs fonctionne, il faut d'abord comprendre ce qu'est une transformation hash. Il faut ensuite comprendre ce qu'est un système cryptographique de type clé privée, clé publique que l'on va produire plus tard. Il faut comprendre ce qu'est une signature digitale et il faut comprendre ce qu'est le minage et l'enchaînement des blocs. Et concernant la transformation hash, vous avez accès ici à un exemple pratique dans lequel vous pouvez entrer une série de caractères quelconques, un texte quelconque, avec lequel vous pouvez produire une transformation hash en suivant les étapes une après l'autre qui permettent de comprendre comment est-ce qu'on obtient le hachage final. Okay. Ici, les prochaines diapositives du document ici vous emmènent sur le site internet MD5 Password Generator. C'est qui donne un exemple un peu de comment est-ce qu'on produit un hash MD5, un hash SHA 256 ou SHA 1 ou SHA 512. Okay. Et on a quelques éléments. Donc, pour la suite des choses, nous allons commencer la transformation étape par étape d'une série de caractères à son nombre h de taille désirée.